Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce module de formation intitulé Core Tools AIRG IATF 16949. Dans ce module de formation, on va entamer la partie de Core Tools AIRG qui concerne le Statistical Process Control, ou bien ce qu'on appelle encore une fois en français la maîtrise statistique des procédés. Donc, dans cette première partie, la partie 1, on va voir l'objectif de la mise en place de la MSP. On va voir un petit peu, on va parler de l'historique. On va donner quelques définitions des outils statistiques et des notions statistiques et des notions SPC. Et on va voir aussi la relation entre la MSP et les normes, et plus particulièrement la norme IATF et la norme française. Alors, pourquoi ce module de formation? Et ça, toujours, c'est la bonne question à poser avant d'entamer n'importe quel module de formation. Pourquoi et quel est le bénéfice qu'on va apprendre et pourquoi ce module de formation? Donc, tout d'abord, cet outil qualité, ou bien ce module de formation, il va nous permettre un petit peu de contrôler et d'analyser les dispersions d'une population, au sein de la production. La deuxième des choses, c'est un très bon outil pour anticiper les défaillances. Et toujours, rappelez-vous, les outils dont on a besoin dans la production, ce ne sont pas les outils de la réaction, ce ne sont pas les outils de la correction, mais on a besoin des outils de la prévention et d'anticipation des défaillances. Donc, c'est un très bon outil, le Statistical Process Control, c'est un très bon outil de l'anticipation des défaillances. Et ça, on va le voir en détail, comment on peut s'en servir. Ça veut dire, à partir des cadres de contrôle, prévenir les défaillances dans l'avenir et mettre en place des actions maintenant avant que les défaillances soient réelles. Donc toujours, ce sont des réactions qu'on va mettre sur des défaillances qui sont potentielles. L'objectif aussi de ce module de formation et de cet outil qualité aussi, c'est faire une étude et faire stabiliser le processus de fabrication. La deuxième des choses, c'est que lorsqu'on va parler statistique, lorsqu'on va mettre en place des outils statistiques de la MSP au sein de la production, on va arriver à standardiser l'approche statistique au sein de l'équipe pluridisciplinaire, bien sûr, qui sera une équipe qui s'en charge de la MSP. Parce que toujours, rappelez-vous, la MSP, ce n'est pas un outil qui est dédié seulement à une personne, mais bien évidemment une équipe de travail qui est pluridisciplinaire, qui va prendre en charge la mise en place et l'application de la MSP. Donc du coup, ce module de formation, il va nous permettre un petit peu de standardiser l'approche statistique au sein de cette équipe-là. La quatrième des choses, c'est la maîtrise de la mise en œuvre. Ça veut dire au niveau de la fabrication. C'est l'analyse et l'exploitation des cartes de contrôle. Et ça, on va voir à la fin de ce module de formation avec des cas pratiques. Comment exploiter les cartes de contrôle, comment choisir les cartes de contrôle, et ainsi de suite, mettre en place et faire les études de capacité des processus. On va voir tout ça en détail. On va voir la capacité processus. Ça veut dire quoi, une capacité processus? Quelle est la différence entre capacité processus, capacité machine, capacity gauge? Comment déployer, comment interpréter, quelles sont les exigences clients, ça on va le voir aussi en détail et ça c'est parmi les bénéfices de ce module de formation. Bien, donc l'objectif de la MSP, plus particulièrement sans parler des autres outils statistiques, donc tout d'abord si on va mettre en place des cartes de contrôle au sein de la production, ça va permettre à l'opérateur tout d'abord de piloter la machine, d'accord? Donc l'opérateur normalement, il est là pour travailler sur des processus qui sont stables. Donc la production est en train de sortir, mais on va donner cet outil à l'opérateur qui va lui aider à partir d'un management visuel de séparer, et ça c'est très important s'il vous plaît, de séparer l'ordinaire à l'extraordinaire. Ça veut dire quelles sont les choses qui sont normales, est-ce que la production est normale ou bien est-ce que la production n'est pas normale? Est-ce qu'il est en train de produire des pièces avec risque ou bien est-ce qu'il est en train de produire avec risque? Si on a simplement des enregistrements sans avoir un outil de visualisation, l'opérateur ne peut pas détecter ça. Donc, par exemple, il va écrire justement la valeur. Donc, pour lui, il ne va pas sentir, il ne va pas voir qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la production. Donc, sans savoir, ou bien sans avoir cet outil-là, l'opérateur ne sera pas capable de différencier et de séparer entre ce qui est ordinaire pour lui et ce qui est non ordinaire. En plus, lorsqu'on va mettre en place la MSP, on va formaliser la notion de la capacité moyenne. La capacité moyenne, dans son sens large, la capacité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la confusion entre qu'est-ce que ça veut dire une capacité moyenne de contrôle. Ils ont des moyens de contrôle, même si ce sont de forme de machine, et ils réalisent des capacités processus.
il y a des personnes qui réalisent des capacités machines et l'appellent et disent ah ok je réalise des capacités processus. Donc par la suite cette notion qui va être formalisée pour la capacité moyenne c'est très important surtout par rapport aux gens de la maintenance et par rapport aux gens de le contrôle et réception pour qu'ils seront dans le même longueur d'onde pour avoir le même niveau d'information de la notion de la capacité. Par exemple, on est dans la production. Si par exemple on détecte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va dire ok, on a une machine qui n'est pas capable, donc tout le monde doit être sincère à savoir et comprendre qu'est-ce que ça veut dire une machine qui n'est pas capable. D'accord? Parce que pour un maintenancier, donc il va prendre, vous êtes en train de faire l'analyse, vous êtes en train de faire l'étude, vous allez arrêter une machine de production parce que vous avez trouvé un indice de capacité machine qui est, supposons par exemple, inférieur à 76, et vous allez appeler le maintenance pour dire allez faire le réglage. Donc si le maintenancier il ne comprend pas la notion de compatibilité, il ne sera pas amené à être convaincu pour réaliser des actions. Parce que pour lui, il va produire une pièce, il va mesurer la pièce, il va trouver que la pièce est conforme, il va vous poser les conformes. Mais monsieur, attention, la pièce il est conforme. Pourquoi vous demandez à moi de faire des interventions sur une machine qui est en train de produire des pièces conformes? Et là, si ce maintenancier ou bien ce producteur ou bien quelqu'un de l'équipe n'a pas les notions de la capacité, il ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire la capacité moyenne, donc on va tomber dans une situation délicate pour un petit peu avancer les choses. Donc du coup, l'objectif de la MSP, il est là pour formaliser cette notion de capacité des moyens et pour que tout le monde soit dans le même longueur d'information, dans le même longueur d'onde, dans le même niveau d'information. Et par la suite, on a une équipe qui a la notion de compatibilité, on a un opérateur qui a un outil de pilotage qui lui permet de séparer entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Et d'ailleurs, la troisième des choses qui est la plus importante, c'est détecter les situations extraordinaires. Ça veut dire savoir quand est-ce qu'il faut réagir. Il faut dire, attention, maintenant je dois réagir parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Donc à ce moment-là, je dois réagir, je dois mettre en place des actions avant qu'il sera trop tard et que les pièces soient chez le client. Bien. Donc ça, c'est un petit peu l'objectif de la MSP et l'objectif de ce module de formation. Pourquoi on va étudier ce SPFC ou bien cette MSP-là. Donc avant d'entrer dans le détail, avant d'entrer dans la MSP, on va essayer de parler un petit peu d'historique de la MSP et plus généralement, on va parler de l'historique de la qualité. Donc dans la période de Taylorisme, donc là où il y avait l'offre est beaucoup plus inférieure à la demande. Donc, il y a une forte demande sur les voitures. Donc, cette équation du marché, le plus important à l'époque, c'était la production. Donc, du coup, la notion de la qualité était qu'un contrôle. Ça veut dire, on a un processus de fabrication. Ce qui nous intéresse, c'est de produire des pièces, de produire des voitures à une grande vitesse. Et à la fin, on va mettre un contrôle. Et si la pièce est conforme, donc on va livrer la pièce au client. Si la pièce n'est pas conforme, on va scraper la pièce. Donc c'était ça la notion. Donc toute notre concentration se base ou bien se focus sur le produit fini. On vient vers la fin, on regarde le produit fini. Si le produit est conforme, on livre. Si le produit non conforme, on scrape. Après, après les années 1920, donc la demande a été très très grande de la production. Du coup, on a produit plus de pièces. Du coup, lorsqu'on produit plus de pièces et on contrôle plus de pièces, on trouve plus de pièces qui sont non conformes. Et lorsqu'on va on aura besoin de plus d'heures de travail, on aura besoin de plus d'opérateurs, beaucoup plus d'opérations de contrôle. Donc, le coût était un petit peu très élevé. Donc, les gens, ils ont pensé à mettre en place, pourquoi pas, surtout avec Schwartz, pourquoi pas ne pas mettre en place un contrôle par échantillonnage. Et c'est là où il a commencé la notion statistique. Donc, ils ont continué comme ça à mettre en place des contrôles statistiques jusqu'à les années 1950. Donc, là où il est apparu les Japonais, comme vous savez tous, ils ont été capables, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, de produire des bonnes pièces, de bonne qualité, mais avec un minimum de coût. Et ça, c'était grâce à l'intégration de la notion de l'assurance qualité. Ça veut dire assurer la qualité tout au long du processus, tout en réalisant des contrôles, non pas à la fin, mais réalisant des contrôles au cours de la production, et faire des enregistrements, réaliser des audits, etc. Donc, ils ont rajouté cette notion de contrôle qualité. Malheureusement, l'assurance qualité et le contrôle qualité sont des choses qui parlent together, ça veut dire en parallèle. On peut pas dire on va réaliser l'assurance qualité sans mettre en place
des contrôles qualité, non, il faut faire l'assurance qualité et faire le contrôle qualité, c'est ce qu'ils ont fait les Japonais. Mais après, lorsque le marché est devenu plus compliqué, lorsque un petit peu on avait une équation entre production, qualité qui n'est pas bonne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'offre, un petit peu, il est devenu plus supérieure que la demande. Donc, du coup, il y avait la concurrence. La concurrence est devenue de plus en plus sévère. Donc, on était obligé de réduire un petit peu les coûts. Et réduire les coûts, ça veut dire améliorer la productivité et améliorer aussi la qualité. Donc, on n'a pas besoin d'améliorer seulement la qualité, mais on a intérêt à améliorer le délai de livraison, la qualité et la productivité, et ainsi améliorer la qualité. Donc, du coup, il y avait la nouvelle notion de la TQM, la Total Quality Management, qui va permettre un petit peu d'impliquer tout le monde, d'impliquer les clients, tous les parties intéressées, les actionnaires, les employés, pour un petit peu avoir un bon système de management. Et par la suite, on a eu l'apparition de systèmes de certification, systèmes de management de la qualité. Il y avait aussi l'apparition de la notion du lean manufacturing pour un petit peu augmenter la productivité, chasser les gaspillages et chasser les variabilités. Donc, c'était ça un petit peu l'histoire et le fil généralement de la qualité. Pour la MSP, donc, on sait bien que la MSP, donc, c'est apparu grâce à M. Schwartz et le développement a été beaucoup plus par Edward Domine. Et d'ailleurs, moi, je les appelle les seuls prophètes de la qualité. Donc, tous les fondements de la qualité, c'est par ces deux personnes-là. Donc, M. Edward Domine, il a dit tout simplement, c'est que si on n'avance pas, on recule. Ça veut dire qu'il faut faire de l'amélioration continue, il faut faire de la PDCA, toujours planifier, faire, acter et refaire pour améliorer. Donc, il y avait Schwartz qui a dit que c'est vrai, si on n'avance pas, on recule, mais on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. D'où il a beaucoup fait son focus sur la notion de mesure, sur la notion de capacité, sur la notion un petit peu de contrôle statistique et de mesure. Donc là, un petit peu, on peut voir, ou bien on peut faire une conclusion sur deux périodes. On peut séparer la période de la qualité en deux périodes. Donc la première période, tout le monde était en phase avec le produit. Donc tout le monde se concentre sur le produit. Tout le monde réalise un focus sur le produit. Contrôler le produit, faire un échantillon sur le produit, regarder le produit fini. Et ça, c'était de 1945 jusqu'à 1975. Mais après, on a remarqué que faire ou bien se concentrer sur le produit, c'est pas bien. Parce que le produit, c'est la donnée de sortie d'un processus. Donc, au lieu de faire un focus sur le produit et de commencer à contrôler le produit, réaliser l'assurance qualité sur le produit, on va se concentrer sur le processus. On va essayer de voir est-ce que c'est le processus qui est bon. On va essayer d'anticiper les défaillances sur le processus. On va essayer de faire des capacités sur le processus. On va essayer de faire des audits sur le processus. Et les clients, ils vont, au lieu de se concentrer de voir le produit, ils vont essayer de changer leur vue, ne pas voir le produit, mais cette fois-ci, ils vont regarder quoi? Ils vont regarder le processus. Ils vont regarder le système de production de l'entreprise, comment il marche, comment il tourne. D'accord? Donc c'est pour cela qu'il y a des audits, il y a des clients qui réalisent des audits, c'est pour cela qu'on a des systèmes de certification de management de la qualité, c'est pour cela qu'on a des outils et des systèmes de production, c'est pour cela qu'on a un focus sur les processus, tout ce qui est capacité machine, tout ce qui est capacité process, tout ce qui est validation, tout ce qui est approbation des processus de fabrication. D'accord? Donc ça, c'était un petit peu un flash sur l'historique de la MSP. Maintenant, étudier la MSP, c'est l'objectif final, c'est pas être capable d'interpréter les résultats pour ce module de formation. Donc, on va pas faire ce module de formation pour être à la fin, tout simplement, être capable à lire une carte de contrôle ou bien à interpréter une carte de contrôle. Ben ici, c'est une formation qui est destinée à des ingénieurs, à des responsables qualité, à des responsables engineering. Pourquoi? Pour mettre en place une étude SPC. Donc, vous êtes recruté dans une entreprise, on vous demande de répondre à un certain nombre d'exigences. Donc, si par exemple vous travaillez dans le secteur automobile, on vous de répondre aux exigences de l'IATF. Et par la suite, vous voulez mettre en place une analyse MSP. Donc, la question c'est comment mettre cette étude, ou bien cette analyse, ou bien cette démarche
MSP, maîtrise statistique de procédés. Et ça, c'est la question la plus importante. Donc, ce module de formation, on ne va pas se contenter à faire des études statistiques, à calculer des lois, à déterminer les densités des lois statistiques, faire des estimations et tout ça. Ça ne nous intéresse pas dans ce module de formation. Ça, c'est plus académique, quelque chose qui est académique. Donc, on va laisser tout ce qui est académique, on va partir pratique. Donc, ce qui nous intéresse, maintenant, on est dans l'entreprise, on est recruté, il y a un manager, il y a un chef, il y a un directeur qui nous demande, ou bien qui attend de nous de mettre en place cette étude MSP. Maintenant, comment on peut mettre la MSP au niveau terrain? D'accord? Comment on peut mettre en place cette méthodologie, ou bien cette démarche MSP, bien ce qu'on appelle encore une fois SPC. Donc, pour ce faire, on a 10 étapes. Et un petit peu, ces 10 étapes, c'est eux qui font le résumé de tout ce qu'on va voir dans ce module de formation. Tout ce qu'on va voir dans ce module de formation, l'objectif, c'est un petit peu se concentrer sur ces 10 étapes et mettre en place une analyse SPC. Donc, tout d'abord, il faut commencer par une évaluation des possibilités d'amélioration du processus. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des gens qui viennent sur des entreprises là où on n'a pas besoin vraiment de réaliser des contrôles par échantillonnage, là où on n'a pas la possibilité d'amélioration, là où on n'a pas besoin de mettre cette analyse ou bien la direction n'est pas impliquée dans cette démarche SPC et il essaye de mettre en place cette SPC. À la fin de la journée, ils se retrouvent devant des blocages parce qu'ils n'ont pas des ressources ou bien les gens ne répondent pas avec eux dans la production ou bien les gens ne s'intéressent pas à cet outil de la production. Donc, c'est un petit peu là où il y a le blocage. Si on fait un bon démarrage, on va aboutir à des bons résultats. Si on va réaliser un mauvais démarrage au départ, ou mauvaise gestion, moi je l'appelle un projet. Si vous voulez mettre un MSP, c'est un projet au niveau terrain. Donc, si on va faire un mauvais démarrage, soyez sûr et certain, on va se retrouver avec des difficultés qui sont néfastes et par la suite, on ne pourra pas continuer. Donc, s'il vous plaît, c'est pour cela qu'on vous donne cette notion qui est la première étape. Essayez tout d'abord de s'asseoir avec la direction. Essayez tout d'abord de réaliser une chart project. Essayez un petit peu d'expliquer à la direction et d'avoir l'implication et le support de la direction pour dire, voilà, ça c'est le projet SPC, ça c'est le projet MSP, voilà ce qu'on peut gagner, voilà en termes de coûts, et toujours essayez de parler argent. Essayez de parler argent. Rappelez-vous, si vous êtes là, c'est pour faire gagner l'argent à l'entreprise, pas plus. Donc, il ne faut pas prendre des outils statistiques et commencer à raconter ce que vous avez étudié à l'école à votre directeur. Votre directeur, il s'en fout à ce que vous avez étudié à l'école. Votre directeur, il est en train de voir les indicateurs. Et parmi ces indicateurs, il y a le chiffre d'affaires. Donc, si vous dites, par exemple, monsieur, en 2017, en 2016, on avait des réclamations clients et ces réclamations clients, on a payé tant de factures à cause des frais de la non-qualité. Et on avait des processus qui ne sont pas capables, et on a. Et si je vais mettre en place cette étude SPC, j'aurai besoin de tant d'argent, mais je vais vous apporter que ça parce que je vais réduire le nombre de ppm, je vais réduire le nombre de réclamations, je vais réduire le nombre des pièces rebues, je vais améliorer le scrap, etc. Donc, par la suite, vous pouvez présenter votre projet à la direction. Et si vous faites une bonne présentation de projet, moi, je préfère qu'il sera sous forme d'une chart project. Il y aura après une signature de la direction pour dire, par exemple, qu'on est impliqué dans votre projet. Et si la direction est impliquée, donc automatiquement, ce qui va venir après, il sera plus simple. Et toujours, ça c'est une notion, c'est quelque chose que je le dis, je le répète dans toutes mes interventions, surtout pour la qualité, il faut commencer tout d'abord, s'il vous plaît, par frapper la porte de la direction. Tout d'abord, il faut avoir le support de la direction. Si vous n'avez pas le support de la direction, si la direction n'est pas convaincue par ça, donc, soyez sûr et certain que vous ne pouvez pas trop améliorer. La deuxième des choses, c'est on va passer à sélectionner l'équipe d'amélioration des processus. Le SPC, ce n'est pas le travail d'une seule personne, c'est le travail d'une équipe de travail. C'est le travail de plusieurs personnes, c'est le travail d'une équipe pluridisciplinaire, c'est la qualité, c'est la maintenance, c'est la production, c'est les gens qui font de la conception, c'est les gens qui sont à la réception. Donc, c'est l'équipe de travail qui va vous permettre un petit peu d'aboutir à bien votre projet. Donc, il faut essayer l'équipe de travail. Donc là, on va parler un petit peu de l'équipe de travail, les conditions qu'on doit avoir sur l'équipe de travail. On va parler un petit peu des attitudes de l'équipe de travail, le nombre des personnes, etc. Après, on va passer à décrire complètement le processus. À votre avis, est-ce qu'on peut améliorer un processus qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser?
On ne peut pas améliorer un processus qu'on ne connaît pas les étapes. Donc tout d'abord, s'il vous plaît, commencez à faire une description complète des processus tout en basant sur des outils qualité, par exemple les flowcharts, prenez par exemple les plans de surveillance, passez le temps à analyser étape par étape, quels sont les paramètres process, quels sont les paramètres produits, etc. Donc là, vous allez avoir un petit peu une base de données, un bagage qui va vous permettre un petit peu de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et si on comprend qu'est-ce qu'on est en train de faire, donc une chose est bien à notre tête, c'est que la quatrième étape, c'est l'identification de la paramètre critique de processus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi j'ai un processus de fabrication. Ce processus de fabrication il est en train de produire des pièces. Ok? Moi je vais mettre une SPC. Donc une SPC ou bien une carte de contrôle, elle va être réalisée sur quoi? Sur une caractéristique, pour suivre une caractéristique. Un diamètre, un effort d'arrachement, quelque chose comme ça. Si jamais, s'il vous plaît, est-ce que je peux, par exemple, réaliser des cartes de contrôle pour toutes les caractéristiques de la pièce? Ça, c'est impossible. C'est pas possible parce que pour une caractéristique, il y a pour un produit, il y a plusieurs caractéristiques. On peut trouver 100 caractéristiques, on peut trouver 1000 caractéristiques. Hein? Longueur, largeur, diamètre, densité, etc. Il y a plusieurs caractéristiques. Mais maintenant, pour mettre le SPC, on doit la mettre sur la caractéristique la plus critique. Maintenant, comment identifier cette caractéristique la plus critique? La caractéristique la plus critique, on va l'identifier à l'aide de l'INDEC, de l'analyse des modes de défaillance, de leur effet criticité. Et là, par la même occasion, il y a un module de formation sur les Core-Tools par ces INDEC. Donc, vous prenez l'INDEC process, vous réalisez un bilan de toutes les défaillances, vous faites la hiérarchisation des caractéristiques, vous commencez par les caractéristiques qui vous présentent un petit peu la tête, qui présente la tête de Pareto, et il faut commencer par ces caractéristiques. Et cette caractéristique qui est la plus critique, cette caractéristique, c'est là où il faut travailler. Ok? Bien, donc on a le support de la direction, on a construit l'équipe de travail, maintenant on a compris les étapes de processus, on a identifié la caractéristique la plus critique, maintenant on va passer à définir les plans d'échantillonnage. Quelle est la taille d'échantillon qu'on va prendre par la suite au niveau réception, au niveau expédition et au cours du processus. Est-ce qu'on va prendre 5 pièces par équipe, 5 pièces par batch, 10 pièces par équipe? Il faut qu'on mette en place un plan d'échantillonnage de processus pour comprendre un petit peu cette notion d'échantillonnage. Bien, la sixième étape. Donc la sixième étape, pour mettre le SPC, donc le SPC sera basé sur quoi? Sur des valeurs qu'on va recevoir des systèmes de mesure. Si on a des systèmes de mesure qui ne sont pas capables, donc automatiquement, on va y avoir des résultats qui sont erronés par la suite. L'analyse SPC qu'on va réaliser ensemble, c'est une analyse SPC qui est erronée. Bien sûr, bien évidemment. Alors, là, il vient à notre tête une idée, c'est bien un outil qui est très important. Donc, s'il vous plaît, essayez de voir, essayez de remarquer avec moi qu'à chaque étape, on va faire appel à un outil. Donc ici, dans la sixième étape, on va faire appel à la MSA, le Measurement System Analysis. Il y aura un module de formation, et d'ailleurs, c'est une partie aussi des Core-Tools, sur l'analyse des systèmes de mesure. On va la voir en détail. On va parler un petit peu de la notion stabilité, notion linéarité. On va parler des R&R, répétabilité et reproductibilité. On va voir un petit peu la différence entre les deux méthodes de calcul de pourcentage R&R. Est-ce qu'on va utiliser la méthode X bar R ou bien la méthode ANOVA? Quelle est la différence entre les deux? Comment les mettre en place? Quels sont les critères d'acceptation? Est-ce qu'il y a des préconisations clients qui sont particuliers? Ça, on va le voir en détail dans un module de formation intitulé MSA, Measurement System Analysis. Bien, on a un système de mesure qui est capable, on a des moyens de mesure qui sont capables, qui sont répétables, qui sont reproductibles. Donc, on doit créer un petit peu notre système d'acquisition de données, d'acquisition de contrôle. On va créer les cartes de contrôle. On doit choisir quel type de carte de contrôle on va mettre en place. Est-ce qu'on va mettre des cartes de contrôle X bar R, des cartes de contrôle X bar S, des cartes de contrôle C, des cartes de contrôle P, etc. Donc, il faut qu'on choisisse un petit peu notre carte de contrôle qu'on va mettre dans le processus. Une fois on va mettre les cartes de contrôle, on va passer à l'étude de la variabilité de processus. Un processus qui ne présente pas de variabilité, ça n'existe pas. Donc, tous les processus présentent des variabilités, sauf qu'il y a des variabilités qui sont énormes et il y a des variabilités qui sont acceptables. Et ça, on va le voir dans la notion de la variabilité, dans la notion de la dispersion. Bien, rappelez-vous toujours qu'on est les ingénieurs, qu'on est les responsables qualité, qu'on va mettre en place un système de SPC. Donc, ce n'est pas nous qu'on va mesurer les pièces, ce n'est pas nous qu'on va rester toujours là, c'est pas nous, l'information ne doit pas rester à notre tête seulement, mais l'information doit passer aux gens opérationnels, aux gens de terrain, aux team leaders, aux opérateurs, aux
technicien qualité, aux techniciens maintenance, etc. Donc ce sont ces personnes qui vont travailler avec ces gardes de contrôle. Donc il sera judicieux et il est important à donner à ces personnes-là quoi? Un mode de réaction, un plan de réaction, d'accord? Quand est-ce qu'il faut agir? Quels sont les types d'actions à mettre en place? Donc on va essayer de rédiger un petit peu un mode de réaction, un plan de réaction, voilà. Si vous avez par exemple 3 points qui sont successifs, 6 points par exemple qui sont successifs vers le haut ou bien vers le bas, attention, il y a quelque chose, il y a une dégradation, là il faut arrêter, appeler le responsable, vérifier ça, vérifier ça, vérifier ça. Donc c'est un petit peu un plan de réaction. Et par la suite, la SPC, le SPC ou bien la MSP, c'est un outil aussi de l'amélioration continue, d'accord? Il ne faut pas qu'on reste sur le même niveau, il faut qu'on s'améliore. D'accord? Donc aujourd'hui, on a une capacité de 1,80. Demain, il ne faut pas avoir le même niveau de capacité. Il faut qu'on augmente un petit peu. Aujourd'hui, les limites de contrôle, on a ça, avec une dispersion ça. Donc il faut qu'on serre un petit peu l'intervalle, il faut qu'on converge vers le centrage. Il faut qu'on aura une dispersion qui est beaucoup plus jolie, qui s'éloigne des limites de contrôle et qui est très proche au central. Donc ça, c'est toujours, il faut revoir les limites de contrôle pour améliorer, pour réaliser le PDCA, pour faire ce que M. Edouard Demille nous a dit. Bien, d'accord? Donc ça, c'est un petit peu la conclusion de ce que nous allons faire dans la MSP. Donc si vous êtes capable à réaliser une analyse MSP, et si vous êtes capable à suivre les étapes un par un, d'accord, jusqu'à la 10e étape, donc je suis sûr que vous êtes en train de faire de la MSP. Parce que la MSP, c'est quelque chose qui est lié. On ne va pas réaliser que le contrôle par échantillonnage, on va laisser les autres, mais il faut faire le tour, il faut faire la totalité et le tour de tout. Bien. On commence maintenant par les définitions. Bien. Maîtrise statistique des procédés. 3 mots. Maîtrise statistique des procédés. Maîtrise, ça veut dire quoi? C'est stabiliser les variations, tout d'abord. 2, c'est prévenir les défaillances. 3, c'est améliorer les performances. 3 choses. Stabiliser, qu'est-ce que ça veut dire stabiliser? Variation, qu'est-ce que ça veut dire variation? Prévenir les défaillances, donc on a dit que c'est un outil de prévention des défaillances qui sont potentielles, et améliorer les performances parce qu'on est en train de faire de l'amélioration continue, parce qu'on va améliorer les performances de notre processus. Statistique, pourquoi c'est statistique? Parce qu'on va s'y baser sur des outils statistiques, des outils mathématiques pour faire la modélisation des processus. Par quoi? Par des lois qui sont statistiques, par réalisation des contrôles par échantillonnage, on va faire appel, on va voir, surtout la loi de Gauss. Tout ça, c'est à l'aide de ces outils statistiques qu'on arrive à stabiliser le processus. Procédé, c'est une étape de fabrication. Donc, procédé, laissez-moi vous dire, c'est entre parenthèses. Donc, il y a beaucoup de choses à dire dans le processus, parce que SPC, c'est Statistical Process Control. Et ça, c'est le bon mot, process. Et si on va faire la définition, si on va faire la traduction en français, process, ça veut dire pas procédé, et ça veut dire pas processus. Donc il y a une nuance, il y a quelque chose qui ne va pas, mais on va fermer les yeux, on va dire ok, on a compris, c'est maîtrise statistique des procédés, et le procédé c'est une étape de fabrication. C'est comme le R&R, c'est étude, répétabilité et reproductibilité. Répétabilité, ça n'existe pas dans le dictionnaire français. Il y a répétition, il y a répétitivité. Donc répétabilité, ça existe en anglais, mais ça n'existe pas en français. D'accord? Donc vous voyez, donc on dit que répétabilité, bon, pour passer à l'essentiel. Ok? Bien. Donc MSP, c'est maîtriser, ça veut dire stabiliser les variations, prévenir les défaillances et améliorer les performances, tout en se basant sur des outils statistiques, des outils mathématiques qui vont nous permettre un petit peu de modéliser le processus par des lois statistiques et réaliser des contrôles par échantillonnage pour une étape de fabrication. D'accord. Donc maintenant, quels sont les gains qu'on va y avoir? D'accord? Quels sont les objectifs qu'on peut tirer de la maîtrise statistique des procédés de la MSP? Donc la première des choses, c'est qu'on peut mesurer les aptitudes des machines et procédés à fournir des produits conformes. Ça, c'est la première information qu'on peut avoir par rapport à ce procédé de fabrication. Lorsque tu me dis, par exemple, la capacité machine est supérieure à 1,76, je comprends rapidement qu'est-ce que ça veut dire ça. La deuxième des choses, tu vas me dire quoi? Il y a des cartes de contrôle, vous avez trouvé une capacité qui n'est pas bonne, donc vous allez mettre en place des plans, des actions. Cela veut dire quoi? Cela vous dit qu'on est en train de quoi? On est en train de combattre la variabilité. Et la variabilité, c'est l'ennemi du processus. S'il n'y a pas de variabilité, il n'y aura pas de problème. Toujours là où il y a les variabilités, là où il y a les problèmes.
parmi les objectifs de la SPSP, c'est combattre la variabilité pour obtenir un procédé qui est stable dans le temps. D'accord? Parce qu'on veut produire des pièces, pas maintenant. Des pièces bonnes, pas seulement maintenant. On veut produire des pièces bonnes aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, demain, après-demain, l'année prochaine, etc. D'accord? C'est ça notre objectif. Et la troisième des choses, et c'est l'objectif noble de la MSP, c'est la prévention. C'est prévenir les dysfonctionnements et prévenir les défaillances. Bien. La stabilité maintenant. On a parlé que la MSP, c'est la maîtriser la stabilité. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Stabilité de processus. Donc la stabilité de processus, c'est l'aptitude d'un processus à maintenir dans le temps un même niveau de performance par rapport à des limites fixées par le client. Un processus qui est stable, ou bien stabilité de processus, c'est l'aptitude de processus à produire des pièces conformes. Produire des pièces conformes, mais la totalité des pièces. Des pièces conformes qui sont dans les spécifications, qui sont dans les limitations. Donc un processus qui est stable, c'est un processus qui est sous contrôle, c'est un processus là où il n'y a pas les causes spéciales. Et s'il vous plaît, rappelez-vous, on va voir en détail qu'est-ce que ça veut dire cause spéciale, d'accord? C'est un processus là où il n'y a que les causes communes, là où il y a que les causes aléatoires, là où il y a que les causes qui sont normales. Parce que toujours il y a des variables. Ça, c'est le parfait, c'est pas tout le monde. Hein, il n'y a pas un processus qui est parfait à 100%. Il n'y a pas un processus qui est stable à 100%. Toujours il y a des variabilités. Toujours il y a des causes qui conduisent à des variabilités. Sauf que ces causes, on a deux types de causes. Il y a les causes qui sont spéciales, bien accidentales, et il y a des causes qui sont communes ou bien normales. Et ça aussi, on va le voir en détail tout en parlant des différences entre les deux. Et par la suite, si on a un processus stable, là où il n'y a pas les causes accidentales ou bien les causes spéciales, on va aboutir à une notion qui est la notion de capacité de processus, qui est dans son tour l'aptitude de processus à produire durablement dans les tolérances fixées par le client des pièces conformes. D'accord? Donc ici, on ne va pas se contenter à dire qu'on est en train de produire des pièces conformes, non conformes, c'est une notion qui est plus vague, mais pour rendre quelque chose qui est plus misérable et faire ce qu'il a dit M. Chewas, il nous faut un petit peu un indicateur. Il nous faut un indicateur qui est mesurable. Donc, dire par exemple, le client il va vous poser la question, est-ce que vous êtes capable est-ce que vous avez l'aptitude de me produire des pièces conformes? Moi, je vais dire oui. Est-ce que c'est une réponse? Non, ce n'est pas une réponse. Mais s'il va me poser la question, est-ce que votre processus a l'aptitude à me produire des pièces qui sont dans les limites que j'ai fixées? Moi, je vais dire oui, parce que mon capacité, elle est de 2. CP égale à 2. Donc ça, c'est bien. C'est une réponse un petit peu mesurable, que tout le monde comprend, et standard. Il est mieux que dire oui, mon processus, il est absolu. Donc c'est pour cela, on a un petit peu convergé vers ne pas laisser les choses comme ça vagues, et pas laisser la définition comme ça de la capacité processus qui est un petit peu vague, et on a introduit une notion d'un indicateur qui est mesurable et qui s'exprime par un chiffre, et qui par la suite il va nous donner l'idée sur est-ce que le processus est capable ou bien est-ce que le processus est non capable. Pour la valeur et pourquoi cette valeur-là, on va le voir par la suite dans les parties qui suivent dans ce module de formation. Bien, la variabilité, voilà ce qui nous intéresse. On est là parce qu'il y a des variabilités, parce qu'on veut chasser des variabilités. Ça, c'est notre objectif. D'accord? On veut chasser des variabilités. Donc, c'est quoi les variabilités? C'est tous les phénomènes que nous pouvons observer présentent un certain degré de variabilité. Tous les phénomènes. Dans la nature, il y a des variabilités. Toujours, il y a des variabilités. Donc, deux produits, ils ne sont jamais rigoureusement identiques. Ils ne sont jamais égaux. Toujours, il y a une variabilité entre les deux processus. Donc, si je vous demande de faire un exercice un petit peu, pour comprendre ça, simplement, je vais vous demander de signer, de prendre un bout de papier et de signer avec, si vous êtes par exemple gaucher, essayez de faire la signature de 5. Essayez de faire 5 signatures. Donc vous allez faire la première signature, deuxième, etc. jusqu'à la 5e signature. Je vais vous poser la question. Est-ce que les 5 signatures sont parfaitement identiques? Non, elles ne sont pas parfaitement identiques. Parce qu'il y a des variabilités, mais ce sont des variabilités qui sont normales. Hein? Qui sont là, on ne peut rien faire. D'accord? C'est la nature. Mais cette fois-ci, si je vous demande, vous êtes gaucher, je vous demande par exemple de faire la signature avec votre main droite. À ce moment, il y aura une grande variation, d'accord? Il y aura une grande différence dans la signature. Et par la suite, on va dire, attention, là, il y a une variabilité qui est grande, qui est anormale. Bien, d'accord? Et ça, c'est la cause qui est un petit peu accidentale.
Ça, c'est l'exercice dont on a parlé. Maintenant, procédé. Procédé, tout le monde on le connaît. Donc, c'est un ensemble d'activités qui transforment des éléments d'entrée, qui sont la matière première, la main-d'œuvre, la méthode, le matériel. Pourquoi? Pour avoir un produit fini ou bien un service. Donc, nous, on va se concentrer beaucoup plus sur le produit fini. D'accord? Bien. Maintenant, la dispersion. La dispersion, parce qu'on va répéter ce mot-là beaucoup plus, plusieurs fois. Donc, la dispersion, c'est un petit peu l'intervalle de variation de la caractéristique du procédé ou bien de la caractéristique d'un produit ou bien d'un procédé. C'est la variation de cette caractéristique-là. Donc, la dispersion, on peut avoir un petit peu 4 types de dispersion. On peut avoir le premier cas, c'est une dispersion, là, dans ce cas-là, la population, elle est bien dispersée, on a une bonne dispersion, mais elle n'est pas centrée. Ça, c'est le centre. On va avoir des pièces qui sont là, elle n'est pas centrée. Et pour cet exemple-là, par exemple, elle est mal dispersée, mais elle est centrée. Elle est par rapport au centre. Si on fait la moyenne, on va trouver qu'elle est centrée. Ici, elle n'est ni dispersée ni centrée. D'accord? Et ici, ce qu'on cherche. Nous, notre processus, on veut qu'il soit centré et bien dispersé. D'accord? Alors, la dispersion, on va pas c'est une notion, on doit l'estimer par quelque chose. La capacité, on a estimé la capacité par un indice de capacité, la même chose pour la dispersion. Au lieu de parler dispersion d'une notion, d'une phrase, il faut qu'on fait appel à un indicateur ou bien un indice qui va nous permettre un petit peu de parler de la dispersion. Est-ce que c'est dispersé, bien dispersé ou pas? Donc pour ce faire, on a deux indices qui parlent de la dispersion. On a l'indice l'écart type et on a l'indice étendu. D'accord? L'écart type, c'est quoi? C'est la racine carrée de la moyenne arithmétique des carrés de tout. C'est quoi? L'écart type, c'est tout simplement sigma, la racine carrée de x bar moins xi au carré sur n moins 1. C'est une formule mathématique simple à réaliser. Ça, c'est le sigma. D'accord? Donc, l'écart type, elle est là pourquoi? Elle est là pour un petit peu nous donner une idée sur la dispersion. Donc, l'écart type est le paramètre de dispersion le plus sensible et le plus efficace. Donc, si on mesure la dispersion, on peut avoir une idée sur les variations qui portent cette population. D'accord? Car il tient en compte des variations de l'ensemble des valeurs. Donc, parce que c'est la racine carrée de sigma x bar moins xi, tous les xi. On va prendre en considération toutes les valeurs qu'on a prises. Alors, le deuxième indicateur qui est l'étendue, qui est le R, le maximum, le max des xi, la plus grande valeur moins la plus petite valeur, il va prendre un petit peu les bornes. La plus grande valeur moins la plus petite valeur. Ce n'est pas un très bon indicateur par la suite parce que il est moins efficace, mais il est utilisable. On l'utilise, pourquoi? On l'utilise dans le cas là où la taille d'échantillon n est inférieure à 16. Si on a une petite population, donc pas besoin de calculer le sigma. Si on arrive à calculer le sigma, c'est bien, mais si on n'arrive pas, il vaut mieux utiliser le R et par la suite, on peut avoir une idée sur la dispersion. Bien, maintenant une définition de la carte de contrôle, parce que ce sont des choses qu'on va utiliser, qu'on va répéter dans ce module de formation. La carte de contrôle. Donc, une carte de contrôle est la représentation graphique, donc c'est une représentation qui est graphique, des événements chronologiques avec des limites hautes et des limites basses à partir de données relevées pendant la production sur des échantillons. D'accord? Donc, une carte de contrôle, c'est une représentation qui est graphique avec des limites hautes et des limites basses, d'accord? Qu'on va calculer, qu'on va poser des questions comment les calculer, et on va se baser sur des échantillons. D'accord? Donc, cette carte de contrôle, elle va me permettre de quoi? De faire quoi? Je répète, c'est visualiser l'évolution de la caractéristique du processus suivi, il va nous donner l'état de santé. L'état de santé de notre processus. On est en train de produire des pièces. Donc, si je vais voir d'une manière visuelle la carte de contrôle, je vais avoir une idée automatiquement sur l'état de santé. Si je vais trouver une carte de contrôle, par exemple, comme celle-là, je vais dire, OK, tout est bon, tout est réglé, je suis en train de produire des pièces bonnes. Mais si je vais trouver qu'il y a des variations, des grandes variations, j'ai des pièces qui sont hors tolérance, je vais dire, attention, ce processus-là, il est dangereux. Moi, je suis en train de produire des pièces qui sont non conformes. Donc, il va me permettre de regarder un petit peu, visualiser la dispersion et visualiser les limites. Hein. C'est bien, ça, c'est avoir des limites qui sont visualisées. Il vaut mieux que des limites, par exemple, si je demande à l'opérateur, attention, la limite supérieure, c'est 15. Mais si je vais tracer une limite, ça sera beaucoup plus judicieux. Je détecte les incidents si je trouve des pièces qui sont pas bien, qui sont hors les tolérances, et je peux réagir en temps réel. Et ça, c'est très important. C'est la réaction en temps réel. Bien. Maintenant, la capacité. La notion de la capacité, c'est quoi? C'est l'aptitude
d'un procédé à se tenir son tête sur sa cible avec une dispersion la plus faible possible pour pouvoir varier autour de sa moyenne dans l'intervalle de tolérance fixé par le client. Le sigma, la capacité sur le CP, si on est en train de parler capacité de processus, c'est l'intervalle de tolérance sur 6 sigma. L'intervalle de tolérance sur 6 sigma. Intervalle de tolérance, c'est quoi? Si on veut parler phrase, intervalle de tolérance, c'est la performance souhaitée. Intervalle de tolérance, c'est ce qu'on souhaite avoir, c'est la tolérance souhaitée sur 6 sigma. Sigma, c'est l'écart type. Sigma, c'est l'estimateur de quoi? De la dispersion. Donc, 6 fois sigma, c'est quoi? C'est ce qu'on reçoit de la population. Donc, si on veut traduire cette définition qui est CP égale intervalle de tolérance sur sigma, on peut dire que le CP égale quoi? Égale la performance souhaitée sur la performance réalisée. D'accord? La cible, c'est ce qu'on veut avoir. La cible est le niveau de qualité défini dans le cahier des charges pour une caractéristique de qualité donnée. D'accord? Et par la suite, c'est l'intervalle de tolérance, c'est la tolérance supérieure, moins la tolérance inférieure. Ça, on le connaît. Maintenant, on va parler un petit peu, mais on ne va pas trop rentrer dans les détails. On va parler de la relation entre la IATF, la norme IATF, et entre le SPC. Donc ça, on peut le voir dans le chapitre 8 qui parle de la mesure et de l'analyse. Donc on peut le voir dans le chapitre 8.2.1, le 8.2.2, etc. Donc on va voir dans le chapitre 8.1.1, donc dans le chapitre de mesure pour la IATF. Attention, il y a un décalage entre la IATF et les ISO 9000. Il ne faut pas faire les projections. Dans la ISO 9000, on ne parle pas de SPC. Bien. Dans la IATF, donc le chapitre 8.1.1, identification des outils statistiques pendant la phase de planification de la qualité. Des outils statistiques appropriés doivent être identifiés pour chaque processus et inclus dans le plan de surveillance. Donc, si vous avez un processus de fabrication, il faut identifier au préalable quel est l'outil à utiliser, quelle est la taille d'échantillon à utiliser et quel est le niveau souhaité, par exemple, par rapport à la capacité de processus que vous voulez avoir. Et toutes ces informations doivent être incluses dans quoi? Dans le PDS, dans le plan de surveillance. Si vous n'avez pas ça, un écart normatif par rapport à l'IATF. Deuxième des choses, il part de la connaissance. 8.1.2, connaissance des concepts statistiques de base. Donc les concepts statistiques de base tels que la dispersion qu'on a vu ensemble, la maîtrise ou bien la stabilité du processus, la notion de la capacité doivent être compris et utiliser tous les niveaux de l'organisme. Et d'ailleurs, ça c'est l'objectif de notre module de formation. Il faut que tout le monde soit dans le même longueur d'onde, dans le même niveau d'information pour comprendre. Et d'ailleurs, ça aussi c'est une exigence qui est normative. Donc si par exemple on est une équipe de travail et là on ne comprend pas c'est quoi la capacité et on ne maîtrise pas cette notion de capacité, on peut avoir des écarts par rapport à l'IATF, par rapport au chapitre 8.1.2. Le 8.2.3.1, la partie là où il parle de la surveillance et mesure des processus de fabrication. Premièrement, l'organisme doit réaliser des études de processus sur tous les nouveaux processus de fabrication. D'accord? Surtout, si on a un nouveau processus de fabrication, il faut qu'on réalise des études pour des études statistiques. D'accord? Pourquoi? On ne va pas réaliser des outils statistiques pour faire des mathématiques, pour faire des statistiques, mais pour évaluer et vérifier la capacité de ce nouveau processus à nous fournir des données qui sont conformes. Bien, ça c'est la première exigence. On doit réaliser. Maintenant, on doit réaliser, est-ce qu'on doit enregistrer ou pas? On doit enregistrer parce que les résultats des études, ça veut dire les résultats de la capacité, doivent être quoi? Doivent être consignés par un écrit, avec, si nécessaire, des spécifications concernant les moyens de production, des mesures et d'essais, des instruments de maintenance. Donc, tout ce qui est étude R&R, tout ce qui est capacité machine, tout ce qui est capacité processus, doivent être écrites, enregistrées, d'accord? Et si jamais l'auditeur est là, il va vous poser la question, montre-moi les études statistiques, il ne faut pas vous dire, ah non, on a réalisé, mais on n'a pas enregistré. Il faut montrer la preuve enregistrement. Bah, après, on a réalisé, on a enregistré, et après, il faut qu'on améliore. Il faut qu'on aura des objectifs de capacité. Il ne faut pas, par exemple, cette année-là, on a réalisé une étude de capacité, on a trouvé que c'est 1,80. Il ne faut pas que l'année prochaine, on reste toujours sur 1,80. Il ne faut pas que l'année après, on reste toujours sur 1,80. Donc, la notion de l'amélioration continue, on ne le touche pas ici. Donc, il faut, lorsqu'on termine les études de capacité, il faut faire un backup, il faut faire une conclusion, un résumé de tous les moyens qu'on a dans la production et de dire, voilà, ça c'est notre niveau de capacité et il faut dresser encore une fois un plan d'action
pour améliorer la capacité, pour atteindre un deuxième objectif. D'accord? Il faut mettre un objectif. On est à 1,80, notre objectif c'est atteindre 1,90 ou bien 2. Et ça doit être quelque chose qui est documenté. Bien. Le chapitre 8.2.3.1, surveillance toujours et mesure des processus de fabrication. Donc l'organisme doit maintenir, tout d'abord, maintenir. Si vous avez cette année-là une capacité de 1,80, l'année prochaine, si on trouve une capacité de 1,70, échec et mat. C'est pas bien. Donc, parce qu'on n'a pas arrivé à maintenir la capacité de notre processus. On doit maintenir tout d'abord. Ou améliorer la capacité. On est à 1,80, l'année prochaine, on doit être à 1,90. On doit améliorer la capacité ou la performance de notre processus telles qu'elles ont été acceptées dans le dossier PEPAP avec le client. Okay? Par exemple, on a fait les PEPAP, on a envoyé la capacité processus à notre client et dans le dossier, on a dit que le processus il a une capacité de 2. Et après, il y a un auditeur, il est en train de voir la capacité, il nous demande de nous montrer par exemple la capacité de nos moyens de production, il va trouver que la capacité elle est de 1,9. Il va faire une comparaison avec une de ces PEPAP, c'est un astuce que je vous donne. C'est un astuce dont beaucoup de personnes ne font pas attention. Donc ils font la mesure de capacité, ils trouvent que la capacité est supérieure à 67, et ils terminent, et ils stoppent. Attention s'il vous plaît. Si vous avez défini avec votre client une capacité, et si vous avez envoyé dans le dossier de PEPAP une capacité de 2, les études de capacité que vous réalisez dans le terrain, elles doivent être de 2 ou plus. Sinon, ça doit être accompagné par un plan d'action. D'accord? Bien. Et tout ça, on doit respecter les techniques de mesurage, comment on mesure les mondes opératoires, les plans d'échantillonnage, la taille d'échantillon qu'on fait, les critères d'acceptation qu'on réalise aussi, les plans d'action, parce que si on n'est pas dans l'adhérence, il faut qu'on dresse un plan d'action, et les événements significatifs du processus tels que les changements d'outils, réparation des machines, il faut qu'on passe aussi par une notion de capacité. Ben maintenant, si on veut faire une relation entre la MSP ou bien le SPC et la norme française, la norme française elle parle le NFX 06022, il nous parle des tableaux statistiques pour le contrôle à la réception, tout ce qui est NQA, pour la détermination de la taille d'échantillon et aussi pour la détermination des critères d'acceptation et de rejet. Et ça, on va le voir dans la deuxième partie de ce module de formation qui concerne les plans d'échantillonnage. On va voir un petit peu comment on utilise ces tableaux statistiques pour déterminer ces critères-là. Ben, il y a aussi la partie qui concerne les cartes de contrôle, parce que à la fin de ce module de formation, lorsqu'on va mettre les cartes de contrôle, on va donner des formules. On va dire par exemple, pour calculer la limite supérieure, c'est x bar plus machin fois r bar, donc je dis n'importe quoi. L'essentiel, cet indicateur bien ce coefficient-là, on ne va pas le déterminer au hasard, mais il y a des tableaux qui sont préétablis qui vont nous permettre un petit peu d'identifier ça. Donc on est arrivé à la fin de ce module de formation intitulé Objectifs, définition et un petit peu normes en relation avec la MSP, et on se voit dans le deuxième module de formation.